bien voilà, c'est parti. Installez-vous, nous allons pouvoir échanger. Donc je vous le disais, quelles initiatives pour faire grandir les Tech for Good. Il y a plein de mots-clés là-dedans. La première, c'est initiative, c'est-à-dire il ne s'agit plus seulement de faire valoir les bonnes intentions, il s'agit désormais de les appliquer et de les mettre en œuvre, ce qui va demander un peu plus de temps et surtout de solutions concrètes. La deuxième chose, c'est Tech for Good. Il va falloir le définir puisque cette notion, dans les conférences qui ont commencé depuis ce matin dans toutes les salles, l'expression apparaît au moins une fois à chaque conférence, parfois en hashtag sur une slide. Parfois, elle a un sens concret, parfois elle est juste là pour enrober. Ça veut dire tellement de choses qu'il va falloir d'abord définir les termes. Pour ma part, je m'appelle Jean Chabot, je suis journaliste et je suis avec vous pour les 40 minutes que va durer cet échange avec nos deux invités. Lisa Belozerova, bonjour. Bonjour. Vous représentez Google.org. Tout à fait. Une branche de Google dédiée à la philanthropie. C'est ça. Voilà, on va voir avec vous quelle est votre définition et surtout les travaux de Google.org sur ce thème de Tech for Good. Et puis Paul Duhan, bonjour. Bonjour. Donc vous avez fondé Base Impact, qui est une ONG, une organisation non gouvernementale, qui donc est la partie good de la partie tech. Vous avez notamment développé plusieurs activités, mais notamment un outil, Bob, pour aider à la recherche d'emploi. C'est ça. On peut commencer déjà par les présentations. Du coup, Paul, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Base Impact, qu'on connaît peut-être globalement, mais peut-être pas assez dans le détail? Avec plaisir. Donc Base Impact, c'est né il y a 5 ans dans la Silicon Valley. Donc à l'époque, j'étais data scientist chez les startups qu'on connaît. Et c'est né de l'idée que on a à disposition aujourd'hui des technologies extrêmement puissantes, l'intelligence artificielle, qui permet d'aller toucher des gens à l'échelle, mais qu'on s'en servait plutôt pour des raisons mercantiles, alors qu'on ne les appliquait pas forcément aux problématiques sociétales. Et justement, ça va être le sujet de cette conférence, le point qui me turlupinait en tout cas, c'était il y avait vraiment une déconnexion entre le travail qu'on faisait de jour, qui était Software's Eating the World, comment est-ce qu'on va toucher des millions de personnes, créer des licornes, et le travail qu'on fait lorsqu'on fait du bénévolat, comme c'est mon cas en soirée sur les problématiques sociales, où en fait on a du mal à passer à l'échelle, on aide une personne une par une, et on se pose la question de comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui va toucher plus de gens, étant donné la taille et la magnitude des problématiques sociales aujourd'hui. Et donc c'est un peu là qu'est venue l'idée d'aller appliquer la technologie et notamment l'intelligence artificielle aux problèmes sociaux. Donc Base Impact, c'est ça. Et en 5 ans, donc on a commencé par travailler sur des problématiques diverses. On a aidé par exemple à rendre les données de violences policières transparentes en Californie. On crée une plateforme qui a été utilisée par 800 agences de police, qui est toujours utilisée d'ailleurs, en bossant aussi avec un peu que la Maison Blanche et les équipes d'Obama sur la refonte de Medicare pour améliorer la qualité des soins. Et effectivement, depuis 3 ans, qu'on est rentré en France avec cette vision qu'on va aller concentrer sur un sujet, qui est celui de l'emploi, et qui est comment est-ce qu'on va aller permettre à chacun d'aller donner les clés pour prendre en charge leur recherche d'emploi, leur employabilité. Et c'est une plateforme qui s'appelle Bob et qui est une sorte de conseiller IA pour la recherche d'emploi, avec laquelle on a accompagné 200 000 personnes en 3 ans. Je disais que l'expression Tech for Good est très 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 utilisée. Elle est presque en passe de devenir surannée parce qu'elle est exploitée pour plein d'usages. Pour vous, quelle est la définition, quelle est l'assise de Tech for Good? Déjà, globalement, c'est une très bonne chose que la Tech for Good soit un terme qui soit de plus en plus utilisé. C'est-à-dire une chose différente pour chacun, mais c'est tant mieux. Voilà, il n'y a pas de question de chapelle. C'est à partir du moment où les gens mettent plus de good dans leurs activités, c'est toujours bien. Sur la Tech for Good en elle-même, sur le terme, je pense qu'on passe beaucoup de temps à définir ce que c'est le good, mais du coup, on rentre souvent dans des dialogues un peu métaphysiques sur quel est le bien, etc., le mal. quel est le bien, le mal. Ouais. Moi, j'attirais plutôt l'attention sur le mot fort. C'est-à-dire, en fait, Tech for Good, ça veut dire que l'intention première de l'organisation, c'est on l'a créée pour le bien commun. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment important, parce que ça désigne en fait toutes les initiatives où on s'est dit, la motivation première des fondateurs ou de l'organisation, c'est de se dire on a une problématique sociale, c'est celle-là qu'on veut résoudre. Et dans le cadre de la résolution de cette problématique-là, ensuite je me débrouille pour que ça marche, pour créer un modèle, etc. C'est pas l'inverse où en fait on va d'abord créer un modèle commercial et puis ensuite un peu comme une arrière-pensée, on se dit en fait c'est très bien, je peux un peu rétrofiter la vision et puis je vais créer une narrative a posteriori qui va expliquer pourquoi est-ce que je fais du good, parce que ça on peut toujours le faire. Une sorte de greenwashing social. Voilà. Mais pas environnemental. Lisa, vous, donc
Google.org, je disais branche philanthropique de Google. Est-ce que vous pouvez nous présenter les activités rapidement de cette branche ? Bien sûr. Donc, Google.org, donc c'est la philanthropie de Google. C'est très important de savoir que la philanthropie de Google existe depuis tout début de Google, donc il y a plus de 20 ans, qui est inscrit dans la charte par les fondateurs, donc Sergey Brin et Larry Page. Aujourd'hui, donc Google.org travaille dans le monde entier. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des dons monétaires aux associations, aux OSS, en utilisant le vocabulaire français pour les aider à prendre des risques, à scaler justement. Et on fait aussi du mécénat de compétences. On a une équipe qui travaille justement dans le monde entier. Moi, je suis basée à Londres et je m'occupe du dossier de dons dans le domaine futur de l'emploi en Europe et dans l'Afrique subsaharienne. Voilà. En quoi consiste le financement des compétences, le don aux compétences ? Mécénat de compétences, pardon. Oui, mécénat de compétences, en fait, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. En fait, c'est très important pour nous d'accompagner les associations qu'on soutient financièrement. En fait, l'aide financière, c'est juste le tout début de parcours qu'on a avec une association. L'étape suivante, c'est vraiment le suivi et l'accompagnement de très près de leur travail, du projet, des pivots et les aider à prendre des risques. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on match les Googlers, comme on les appelle, ou les gens qui travaillent chez Google, avec les associations. Donc en fait, s'il y a, à chaque fois qu'on commence le travail avec une association, on fait une analyse de quels besoins il y a. Souvent, il y a un énorme shopping list de besoins, donc on choisit 3-4 éléments qui sont les plus importants, et ensuite on recherche les compétences dans le monde entier, à Google, pour ensuite placer les Googlers au sein d'une association. Ça peut être juste du consulting, mais récemment, on a lancé un Google Fellowship Programme qui, en fait, permet aux Googlers d'être basés au sein d'une association pendant une longue durée, donc 6 mois, 1 an, qui est complètement payé par Google. Comment vous faites pour déterminer ce qui est good et ce qui est bad ? C'est une très bonne question pour reprendre ce que Paul vient de dire. C'est vraiment on peut passer des heures et des heures d'avoir une discussion métaphysique et philosophique sur le good. Voilà. Je m'installe. Pour s'allonger sur le divan. Alors, comment faites-vous ? Quels sont les critères, si on peut dire rapidement ? Voilà. Pour nous, c'est très important que le projet ait un impact social positif, en fait, que ça aide à régler des problèmes concrets. Par exemple, on soutient une association américaine qui s'appelle Thorn, qui permet de détecter dans les annonces qui sont postées en ligne le trafic sexuel, et donc déterminer, trouver les victimes du trafic sexuel. On a aidé Thorn de développer justement l'outil IA qui aide les policiers à trouver les victimes. Donc, il y en a plein d'exemples dans plusieurs domaines, ou encore un produit qui s'appelle IDA, qui aide les agriculteurs à traquer l'état des vaches, en fait, pour améliorer la production, etc. Donc, en fait, je vous donne des exemples concrets pour montrer, en fait, c'est ce qu'on recherche, des associations qui veulent résoudre les vrais problèmes sociétaux, et on donne de l'argent et des skills, en fait, et les compétences pour trouver les solutions et accélérer la recherche de ces solutions-là aux problèmes du monde entier. Vous dites association, ça peut aussi être d'autres statuts ? Entreprise ? Entreprise, notamment. et association ONG, ouais. D'accord. Enfin, dans plusieurs, évidemment qu'on est une philanthropie globale, donc dans chaque pays, le statut se décline d'une façon différente. Il y a un mot, une expression qu'on entend beaucoup plus que l'édition précédente du West Today aussi, c'est passage à l'échelle. Depuis ce matin, tout le monde dit ça sans l'avoir défini pour moi, très modestement. J'ai bien compris ce que c'était, mais du coup, je l'applique à notre table ronde. Est-ce que Google.org ne finance que des organisations qui sont passées à une certaine échelle ? Et quelle échelle ?
J'adore cette question et c'est quelque chose, c'est le passage à l'échelle, c'est vraiment la question qui nous tient à cœur. Donc pour répondre à votre question, non, on finance les organisations qui sont même au stade des idées en fait. On a plusieurs types de financement en fait. On a un outil qui s'appelle Google.org Impact Challenge qui en fait est un appel au projet qui peut être régional, local ou global où on fait appel aux projets qui sont très grassroots, comme on dit en anglais, où on accepte des idées qui sont même au stade juste d'un plan quand on dit un napkin brief, qui est noté sur un papier embryonnaire. Voilà. Et ensuite, on peut aussi, évidemment, les grosses entreprises pour postuler. Le point très différent de la philanthropie de Google, c'est ce qu'on invite les associations qu'on soutient à prendre des risques et de pivoter en fait. Il y a plusieurs associations, notamment une organisation française Chance qui travaille également dans le domaine de l'emploi, où on a financé leur pivot en fait. Au départ, on a fait un don pour un projet, ensuite ils se sont rendus compte qu'en fait qu'il faut changer leur modèle et on est tout à fait d'accord de donner un deuxième grant pour les aider à améliorer leur système. Donc c'est très important pour nous de soutenir les organisations qui sont à toute l'échelle de développement des idées. Paul, Lisa et vous travaillez de temps en temps ensemble, puisque Google.org soutient Base Impact. Tout à fait. Donc Google.org est l'un de nos partenaires principaux et notamment nous ont aidés sur la phase de croissance. C'était en quelle année ça ? Ça, c'était en 2016, il me semble. 2016, d'accord. Et aujourd'hui, votre relation avec Google.org s'établit sur quel périmètre ? Alors, en fait, Google.org nous a fait une donation qui nous a permis d'aller construire, en fait, pour nous, la R&D. C'est-à-dire que, peut-être pour aller un peu en arrière, nous, on a été financé sur le projet qui est donc Bob. C'est un projet qui est open source et vraiment la vision pour nous on veut aider à créer une sorte de service public citoyen de l'emploi en le passant à l'échelle. Et pour nous, on veut que ce soit quelque chose qui appartienne à tout le monde. Puisque l'idée, c'est pas d'aller privatiser le service public, c'est d'aller créer un service qui aide tout le monde, qui aide en particulier les gens les plus démunis et qui ne répondent pas forcément à un enjeu de maximisation de profit, mais qu'on le fasse vraiment, comme on le disait tout à l'heure, for good. Et donc dans cette approche-là, notre modèle, c'est de dire on va utiliser la philanthropie comme le mécanisme pour les financer la R&D, financer le risque qui est inhérent à toute start-up. On dit souvent dans les start-up qu'il y en a 9 sur 10 qui se plantent. Ça, c'est permis parce que le business model des venture capitalistes fait qu'on a des financeurs qui sont capables d'assumer ce risque. Par contre, en échange, ils veulent aussi des retours financiers énormes, puisque le modèle des VC, c'est que lorsqu'on a 9 sur 10 qui plantent, celle qui réussit, l'idée c'est qu'elle réussit tellement bien, on espère qu'elle deviendra une licorne, que ça rembourse tout le fonds. On n'a pas cette logique-là dans le milieu du non-profit, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui freine en fait l'innovation dans le secteur, parce que ça veut dire qu'on peut moins prendre de risques, on peut moins se permettre d'aller faire ces pivots que tu décrivais. Et nous, on a eu la chance de pouvoir bénéficier du soutien de certains comme Google.org, la fondation de Bill et Melinda Gates, la France Engage, enfin un certain nombre. Et en fait, c'est comme si pour nous, ça avait substitué ou ça avait fait une sorte de seed round philanthropique qui fait qu'on a pu créer notre innovation. Mais ça appartient non pas aux VCs, mais ça appartient aux gens. Et nous, dans le modèle, une fois que on a créé cette innovation, qu'elle fonctionne et qu'elle marche, l'idée, c'est que derrière, on la pérennise, on la fait croître en faisant des partenariats avec les pouvoirs publics et ainsi de suite. Justement, je veux rebondir à ce sujet-là sur le passage à l'échelle. Nous, on croit que Google, au Base Impact ou n'importe quelle association ne peuvent pas passer à l'échelle tout seul, en fait. Pour vraiment passer à l'échelle, il faut faire un partenariat un peu tripartite entre la philanthropie, le milieu associatif et le gouvernement. Parce que même avec l'argent de Google.org ou d'autres organisations philanthropiques, avec le mécénat de compétences, on ne peut pas vraiment passer à l'échelle sans le soutien du gouvernement. Et c'est ça notre objectif clé, c'est de vraiment investir dans les associations pour développer le projet, pour ensuite voir comment on peut créer un partenariat avec les pouvoirs publics. Donc justement, ça c'est le modèle idéal, ce serait ce modèle tripartite où on ne cherche pas un modèle ou une solution dans l'une des parties, mais on cherche à associer les trois dont parle Lisa.
Paul, c'est d'ailleurs l'objet du service public citoyen, avec des majuscules, hein, service public citoyen, qui est presque une marque déposée Base Impact, qui est un principe non, que pas vous... déposé, hein, Non, mais en tout cas, c'est une notion que vous voulez... Les gens qui ont essayé de déposer le terme Tech for Good, donc c'est pour ça que je fais la précision. Alors, le service public citoyen associe justement les initiatives privées au secteur public, c'est ça, Paul ? C'est ça. En fait, c'est parti du constat que... en fait, on oppose souvent l'innovation de rupture, l'innovation privée avec le service public. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on n'a pas vraiment de mécanisme pour avoir le meilleur des deux. Et ce qu'on pense, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Parce que, en fait, si vous voulez faire de l'impact à l'échelle, hein, c'est tout le sujet de pourquoi est-ce qu'on veut faire de la tech for good. Si on veut faire de l'impact à l'échelle, à un moment ou à un autre, on est forcé de se positionner vis-à-vis de ceux qui, aujourd'hui, traitent les problématiques sociales à l'échelle, c'est-à-dire les gouvernements. Et dans le passé, parce que ça demande beaucoup de ressources d'aller aider des millions de personnes, si on veut aller traiter le problème des migrants, par exemple, si on veut apporter une aide, en tout cas à des centaines de milliers de personnes, il fallait avoir en tout cas les ressources, des ressources conséquentes derrière soi, et souvent celles d'un gouvernement. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas, et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de concurrence entre des services publics et aujourd'hui des services privés qui font la chose de façon plus agile, plus sympatoche. Et tout le sujet du service public citoyen, c'est de dire comment est-ce qu'en fait on crée des innovations de rupture, mais qui sont un peu des disruptions bienveillantes, qui sont faites dans l'intérêt général. Et aujourd'hui, il manque ces mécanismes-là. Je vous donne un exemple en termes de statistiques. Depuis, si vous regardez les top 10 non-profit dans le monde, la date moyenne de création, c'est 1903. En fait, il y a très peu de mécanismes aujourd'hui qui permettent de dire on a une innovation qui fonctionne et on la passe à l'échelle. Et donc forcément, là aujourd'hui, il y a deux options. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de l'impact à l'échelle, soit on dit il n'y a pas 36 positionnements qu'on peut avoir. Soit on dit de toute façon le gouvernement c'est nul, donc moi je vais faire mieux que les services publics, je vais les disrupter. Soit on dit au contraire, je vais aller essayer d'aider le service public au sens large. Et une fois que ça fonctionne, il faut qu'on s'allie ensemble pour le passer à l'échelle. Et ce deuxième modèle, c'est celui que nous prenons, et notamment parce qu'à partir du moment où on fait la tech for good, souvent ça veut dire qu'on fait des compromis. C'est-à-dire qu'on n'a pas la liberté d'aller lever des dizaines de millions d'euros en série A, en série B, d'aller faire une levée de 2 milliards auprès de SoftBank ou des Saoudiens. Ça a une conséquence réelle sur une capacité de croissance, et ça veut dire que plutôt que d'essayer d'aller être en compétition avec les privés où on n'est pas à armes égales en termes de capital, plutôt de se dire comment est-ce qu'on peut aller plutôt faire des alliances, je dirais presque en nature, avec le service public qui a déjà une infrastructure quelque part de distribution assez forte. Et donc c'est un peu cette idée que le service public, au lieu d'être une forme de concurrence, est-ce qu'on ne renverserait pas la réflexion et qu'on dirait que le service public c'est une forme de plateforme, comme l'App Store, comme l'App Store de vos téléphones, etc., mais une plateforme de distribution qui permet de dire aujourd'hui, si vous avez une innovation sociale, il se trouve qu'on a des réseaux de proximité, on a des dizaines de milliers de conseillers pour l'emploi par exemple. Comment est-ce qu'eux peuvent se faire le relais de ces innovations ? Sur Bob, vous travaillez avec Pôle emploi. C'est ça, avec Pôle emploi, les missions locales également. Voilà, Pôle emploi, comment ça fonctionne ? Exploite l'outil Bob, c'est ça ? Alors nous, on a un partenariat avec Pôle emploi qui s'est fondé sur deux choses. La première, c'est un partage des données. C'est-à-dire que pour pouvoir construire notre intelligence artificielle, on a pu avoir accès à des données alors anonymisées, randomisées, etc., sur les parcours historiques des chercheurs d'emploi. Donc ça nous a permis d'aller pouvoir regarder quelles sont, par exemple, pour un profil donné, les recommandations qui fonctionnent mieux ou moins bien. Donc, en fait, l'idée de Bob, c'est quelqu'un qui vient, il s'inscrit, il dit, il parle un peu de lui ou d'elle. Et ensuite, nous, on dit, en fonction de ton profil, on pense que ça, ce sont les difficultés, le diagnostic, il est plus ou moins bon, et ça, ce seraient les actions qui marcheraient le mieux. Enfin, si tu regardes cette formation-là, ça a de plus de chances de marcher, ou sur de ce côté-là, en termes de bassin d'emploi, tu as plus de chances d'être employable. Donc ces données, c'est des données que Pôle emploi ne partageait pas forcément à l'extérieur. Il y en a une partie qui mettent en open data, parce qu'ils ont cette politique-là aujourd'hui d'ouverture, mais il y a une partie qui est plus sensible à partager et qui a été permise justement parce qu'on avait cette vision-là de dire nous, on n'est pas des concurrents du service public, mais vu qu'on s'allie ensemble et qu'on est non-profit, que le résultat va être open source, on a la capacité d'aller partager ces données. Là, on ne pouvait pas le faire autrement. Et le deuxième volet, effectivement, c'est comment est-ce que derrière, on fait de l'animation auprès des conseillers Pôle emploi pour que, et notamment aussi des missions locales, c'est un autre réseau, donc je parle du service public au sens large, comment est-ce qu'eux peuvent aussi s'approprier l'outil pour, dans leur travail, aller accompagner mieux et plus efficacement les chercheurs d'emploi. Voilà, il n'y a pas que la strate
gouvernementales, hein. Il y a les missions locales, donc tout le service public territorial. Lisa, Paul, en France, justement au mois de mai, Emmanuel Macron a voulu réunir les très gros, les GAFA, autour d'un projet Tech for Good. Hein. Est-ce que le modèle, puisqu'on se demande quel modèle, est-ce qu'il y a forcément un modèle politique à la base de la réussite du passage à l'échelle justement de cette Tech for Good? Est-ce qu'il faut une initiative politique à la base? Oui, et en fait, c'est très intéressant parce que c'est en France où on a un partenariat avec le gouvernement qui fonctionne le mieux en Europe entière. Parce que moi, je gère les dossiers, les associations dans plusieurs pays en Europe. Et c'est en France, on a un partenariat vraiment très étroit avec le gouvernement. On arrive vraiment à avoir des discussions très approfondies où il y a une volonté de construire ensemble avec la tech et ne pas être en opposition constamment. Évidemment, c'est des bonnes questions que le gouvernement nous pose par rapport aux questions de sécurité, etc. Mais de l'autre côté, il y a vraiment une volonté de construire ensemble, ce qui est très important pour nous, et c'est vraiment quelque chose qui est très unique en France. C'est d'ailleurs pour ça que dans le domaine de l'emploi, surtout, c'est en France, on a le plus grand nombre d'associations qu'on soutient si on regarde l'Europe. On a une dizaine d'associations qui font de l'innovation, qui font des choses avec la tech qui sont très uniques. Et donc, justement, aujourd'hui, on est en train de voir avec les services publics comment on peut réunir ce milieu associatif qui travaille avec la tech et le futur de l'emploi en partenariat avec le gouvernement pour aller plus loin et passer à l'échelle. Mais c'est vraiment quelque chose... Vous faites face à des pays où les responsables politiques refusent la discussion ou sont plutôt frileux? Ils sont frileux, ils sont sceptiques. Après, c'est souvent une question générationnelle. Enfin, c'est pareil si j'essaie d'expliquer Gmail à ma grand-mère, ça va être compliqué. Donc, c'est tout à fait normal. Souvent, il y a cette barrière générationnelle où il y a une volonté, mais il y a le manque de compréhension des capacités de la tech sur tous les niveaux. Ce qui est intéressant au gouvernement français, que c'est aujourd'hui un gouvernement très jeune. Et je pense qu'en France, moi en étant étrangère, je peux avoir ce recul pour vraiment comparer. En fait, quand on rencontre les membres du gouvernement français, c'est des gens qui sont de trentenaires. Donc c'est très important pour nous, évidemment, d'avoir ces conversations, et c'est plus facile d'avoir ces conversations avec une génération politique beaucoup plus jeune qui a grandi, évidemment, avec la tech. Initiative politique qui va donc dépendre de chaque pays, et puis chaque pays, en dehors de son gouvernement en place, a culturellement une culture de la philanthropie. Aux États-Unis, elle est beaucoup plus développée qu'en France, où le don, le mécénat des particuliers est beaucoup plus élevé, d'ailleurs au Royaume-Uni également, qu'en France. Et puis en France, c'est plutôt la politique, la culture du service public qui vient du gouvernement. Aux États-Unis, j'en viens à ma question, comment accueille-t-on, comment le gouvernement, comment les pouvoirs publics accueillent les initiatives Google.org de Tech for Good? Très très bien, mais après aux États-Unis, évidemment, ça dépend des États, c'est très différent. Mais ça va dépendre de chaque État. Ça va dépendre de chaque État, ouais. D'accord. Oui, mais donc c'est pas du tout une initiative fédérale de vouloir porter ça? Non, c'est dans chaque État, on a des relations avec le gouvernement local qui est très différent, mais globalement, au niveau fédéral, Google.org est très très bien reçu aux États-Unis, mais la philanthropie de Google a été lancée aux États-Unis, donc ils sont très bien implantés dans la sphère de mécénat aux États-Unis. Et en Europe, c'était une toute petite équipe de Google.org, et il n'y a pas très longtemps, donc c'est dans les derniers 6 mois que l'équipe de Google.org qui a agrandi, donc on est 7 personnes aujourd'hui, donc on essaye de vraiment accélérer notre travail en Europe et en Afrique notamment, donc on espère de bâtir la même proximité de relations avec les services publics dans cette région-là qui était créée aux États-Unis depuis très très longtemps. Paul, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une façon de promouvoir le Tech for Good différente par pays?
en fait, puisque les cultures étant différentes vis-à-vis de la philanthropie, et les modèles aussi, il y a peut-être différentes façons pour vous de promouvoir votre projet en fonction des régions du monde. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, pas juste différentes cultures vis-à-vis de la philanthropie, mais aussi même par rapport à qu'est-ce que c'est que l'action sociale. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que par exemple, quand on travaillait aux États-Unis, qu'on parlait de notre projet pour aller aider les chercheurs d'emploi, souvent j'avais des yeux un peu écarquillés face à moi qui disaient mais Paul, mais c'est débile cette histoire, pourquoi est-ce que tu veux aider les chercheurs d'emploi? Par définition, s'ils ne participent pas à l'activité économique, c'est qu'ils n'ont pas réussi à créer de la valeur. Donc ça ne sert à rien. Voilà. Ce qui n'est pas du tout évidemment la mentalité qu'on a ici. Donc même par rapport au sens de ce qu'on fait, la vision est souvent assez, est souvent assez différente. Je dirais du coup, que c'est des pays où vous laissez complètement tomber parce que culturellement ils ne sont pas disposés à ça ou... Ah non, non, nous on travaille quand même... on les cite pas, hein, ces pays-là, mais... Nous, on travaille quand même là-bas, mais disons qu'en fait, effectivement, le pitch est assez différent. Ouais. Et c'est aussi assez rigolo parce que ça dépend aussi des personnes à qui on parle. Parce que je dirais que par exemple en France, vous l'avez compris, notre vision, en tout cas du service public, elle est assez forte. C'est aussi parce que culturellement, je suis français, donc je pense que ça a dû, mine de rien, m'influencer quand même un peu. Voilà, en France, il y a vraiment cette idée d'alliance avec les pouvoirs publics et comment est-ce que ce qu'on fait. On est en train de dire quelque part que l'État n'a pas le monopole du service public, mais qu'on est là quand même pour les aider dans cette vision-là. Aux États-Unis, il y a plus une notion que l'État en fait a le rôle minimal qu'il peut jouer. C'est-à-dire que l'État, il est aussi petit que possible. Et ensuite, derrière, ce sont soit l'activité économique qui fait fonctionner les choses, et puis là où la main invisible du marché ne va pas, on a besoin de philanthropie. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu plus schizophrène, c'est-à-dire on dit je fais mon argent d'un côté, et puis avec ma philanthropie, je vais aller faire du social de l'autre. En Europe, on essaie un peu plus d'allier les deux modèles, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on peut faire les deux en même temps. Moi, je dirais que c'est ça la différence principale entre les deux modèles. Et ensuite, j'ai aussi un héritage chinois, mais si on parle de la philanthropie en Chine, on va dépasser les 14 minutes 13 qui nous restent. Pourquoi? Dépassons-la. Non, mais on ne va pas opposer systématiquement anglo-saxons à européens. Pourquoi ou américains à européens en Asie, et peut-être plus particulièrement en Chine, quel est l'accueil de déjà la notion de philanthropie, d'action sociale, et puis plus précisément de Tech for Good? Est-ce que ça a prise là-bas comme notion? Ça commence tout juste. C'est pas vraiment le cas. Il y a aujourd'hui des philanthropes chinois qui commencent à se développer. Ouais. Ça reste comme assez marginal. Il me semble qu'il y en a un ou deux qui ont signé le Giving Pledge, vous savez, où ils disent à leur mort on va léguer plus de 50% de notre patrimoine à des actions philanthropiques. Par contre, le rôle du gouvernement en Chine est assez différent et il y a de toute façon, l'État est beaucoup plus présent, donc en fait, c'est difficile de dire on va aller se substituer à l'action de l'État quelque part. J'en reviens à un mot qui revient dans vos présentations, qui est durable. Parce que quel modèle, forcément, il y a quel modèle durable derrière tout ça. Paul, vous disiez que les premiers soutiens de Google.org remontent à 2016, ce qui finalement est assez court. Quelles sont pour vous les bonnes méthodes pour qu'on dépasse les 10 ans et qu'on trouve un modèle économique durable? Lisa? C'est une très bonne question. Décidément, je n'arrête pas d'enchaîner les excellentes questions. Merci. Je suis flatté. Alors, modèle durable, en fait, au départ, c'est souvent la question qu'on pose aux associations. Le premier entretien, c'est pour voir est-ce que votre modèle... Quel est votre modèle économique? Quel est votre modèle économique? Est-ce que ça va être durable? Moi, personnellement, je ne pense pas que tout de suite, on peut savoir si le modèle qu'on propose est durable ou pas. Il faut tester, il faut faire plusieurs pivots, il faut avancer avant de comprendre est-ce que c'est vraiment durable. Puisque si on analyse même le dossier d'une dizaine de associations, même en France, ils ont pivoté tellement de fois et changé leur modèle que c'est qu'après à peu près 2-3 ans, on peut véritablement dire si le modèle est durable ou pas. Mais il faut partir au départ avec l'idée on est là à longue durée en tant qu'organisation philanthropique
pour soutenir l'association à longue durée. Ce n'est pas l'affaire de donner un peu d'argent pour 1 an, 2 ans et ensuite on part et on parle plus jamais. Ça, c'est vraiment la façon de tuer l'innovation au cœur. Donc pour nous, c'est très important de continuer à réinvestir dans les associations et trouver le juste milieu entre la recherche de nouveaux projets qu'on doit soutenir et réinvestir dans les associations qui développent et après 2-3 ans montrent vraiment la capacité de faire quelque chose à longue durée. Ouais. Paul ? Alors j'irai même plus loin, en fait, il y a un fait qui est assez ironique, c'est que lorsqu'on parle des projets for good et de toutes les initiatives sociales en général, voilà, on met tout de suite la question de comment est-ce que vous allez trouver un modèle pérenne. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que dans le domaine des startups privées, c'est pas une question qui se pose. Parce qu'il y a des startups publiques ? Oui, aussi. Ah oui ? Non, je ne savais pas. Donc dans le domaine des startups, ça ne se pose pas comme question ? Parce que aujourd'hui le modèle en tout cas du venture capital, et puis c'est pas un modèle idéal, et il y a aussi beaucoup de gens qui se soulèvent aussi contre ça, mais c'est aussi beaucoup un modèle où en fait la grande majorité des startups ne sont pas profitables, n'ont pas un modèle pérenne, et qu'en fait on finance la croissance pour qu'elles aillent aller conquérir le marché, et qu'elles aillent aller trouver ce modèle de pérennité au fil du temps. Et on voit même que des startups comme Uber, donc qui n'en sont plus une maintenant, n'ont toujours pas atteint ce modèle pérenne. Et en fait, ce qui est assez drôle du coup, c'est qu'il y a presque une forme de deux poids, deux mesures, où quelque part, pour les startups privées qui sont très financées en capital, on n'attend pas d'elles qu'elles soient soutenables. Par contre, pour les initiatives sociales qui ne sont pas faites à la base pour aller générer du revenu, on leur demande d'avoir un modèle économique. Vous voyez, en fait, il y a presque une barre plus haute sur le modèle économique du social, ce qui est un peu paradoxal. Et donc, effectivement, il est important à terme que cette initiative ait un modèle pour qu'elle soit pérenne, pour qu'elle puisse passer à l'échelle. Encore une fois, parce que passer à l'échelle, c'est pas juste un dada parce qu'il faut croître, et qu'il faut créer des licornes non-profit, ça on a bien compris. C'est parce que, encore une fois, les problématiques sociales, elles sont à l'échelle. Donc mécaniquement, si on veut faire plus qu'une goutte d'eau dans l'océan à travers nos actions, il faut qu'on ait un moyen de pouvoir aider d'abord 100 personnes, 1000 personnes, 1 million de personnes. Et ça, c'est ce qu'il faut. Mais pour en arriver là, il faut effectivement pouvoir se détacher de la vision court-termiste et dire comment est-ce que j'investis à long terme pour avoir le changement systémique que je veux avoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans. Oui. Je veux juste aussi ajouter par rapport à ce que Paul dit, souvent quand on investit dans les startups qui sont sociales, on dit tout de suite qu'il faut donner tout l'argent, investir tout l'argent dans le bien, aux bénéficiaires en fait. On ne pense pas à l'opérationnel des entreprises, alors que les startups sociales travaillent avec les effectifs très réduits, des équipes très petites avec les outils qui sont quand même minuscules. Mais on ne se pose pas la question en fait comment ils peuvent réussir à passer à l'échelle, à faire du bien, à faire le good, sans avoir une vraie équipe, les talents, les ressources humaines, les outils. Donc nous on discute souvent entre d'autres organisations philanthropiques sur le sujet du fait d'utiliser le budget philanthropique aussi pour développer l'expertise et les ressources humaines. Et c'est quelque chose qui est souvent mal vu. Vous pouvez donner un exemple ? Parce que vous dites que ça sert souvent à financer le bien, mais il faut aussi penser à la structure elle-même. Par exemple, oui, en fait, la question typique en une association qu'on soutient nous renvoie le budget à une organisation philanthropique, c'est est-ce que 90% du budget a été utilisé pour mettre en place le projet? Combien de personnes ont été touchées en fait? Est-ce que vous avez... Combien de bénéficiaires ont eu le training par exemple, où ils ont eu l'accès à l'emploi, ou combien, enfin, pour d'autres organisations qui soutiennent les sujets dans le domaine du santé, combien par exemple de vaccins ont été délivrés, etc. Mais parce que le financeur veut avoir un indicateur, un KPI immédiat de son investissement. Bien sûr, mais il ne pense pas en fait, au fait que pour délivrer à ces KPI, il faut avoir les ressources humaines, les outils et le savoir-faire. Qui sont, elles, le long terme. Qui sont, elles, à long terme. Donc, pour les organisations philanthropiques, c'est très important aussi de réfléchir comment aider à l'expertise, aux ressources humaines et d'aider des organisations à développer eux-mêmes. Et je remarque de plus en plus que les organisations philanthropiques, souvent, ils ignorent cette idée-là que c'est
souvent, c'est normal de voir qu'une association, voire 2 personnes qui font tout, mais on veut qu'ils délivrent, qu'ils traînent des milliers de personnes dans le monde entier. Ce qui ne serait pas, pour revenir à ce que Paul a dit, qui ne serait pas demandé à une start-up qui ne soit pas une start-up for good. Il y a beaucoup de burn-out dans les entreprises sociaux. Vous êtes combien à Base Impact ? Nous, on est 8. Vous êtes 8. Et aujourd'hui, vous diriez que vous avez non seulement, comment dire, vous êtes passé à l'échelle et que vous êtes pérenne ? Je dirais qu'on est en train de passer ce cap-là. C'est-à-dire que si je fais une analogie start-up, je dirais que nous, on a bénéficié en fait, voilà, de ce seed round philanthropique, notamment grâce à Google.org, qui a fait qu'on a pu tester le modèle, valider, etc., le produit, la technologie. Qui vous a donné combien au départ ? 1 million d'euros. 1 million d'euros. En 2016. En 2016, d'accord. C'est ça. Et aujourd'hui, en fait, après 3 ans d'expérimentation, on a fait des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Enfin, voilà, on a galéré, on a trouvé notre... Et au final, on a commencé à trouver donc, le produit qui fonctionnait, qui aidait les gens. On a 90% d'autres satisfaits. Et en fait, on commence à avoir plusieurs pays aujourd'hui qui viennent nous voir pour dire bah, nous, on aimerait bien implémenter Bob là-bas. Donc on est justement dans cette phase où ce modèle qu'on a validé aujourd'hui en France, d'ailleurs ce qui est assez rigolo, pour une fois que l'innovation vient de la France et qu'elle rayonne derrière, on va ensuite la répliquer, c'est ça qui va faire à la fois notre passage à l'échelle et le modèle de pérennité qu'on cherche. Donc Paul disait 1 million d'euros en 2016. Vous nous donnez quelques chiffres, je ne sais pas, le don moyen de Google.org, les dons totaux, les dons par région peut-être, je ne sais pas. Bien sûr, depuis 2015, on a investi 12 millions de dollars en France. Le budget global de .org, on a investi 1% de revenus de Google annuel dans l'impact social. Et ce 1%, c'est combien ? C'est à peu près, ça varie, mais à peu près cette année, c'est 200 millions de dollars. 200 millions de dollars sur tout projet confondu. Tout projet dans le monde entier. D'accord. Voilà. Et l'enveloppe moyenne, il y a une enveloppe moyenne ? Non, ça dépend des projets. C'est très difficile d'avoir une enveloppe moyenne puisqu'on soutient la taille de projets qu'on soutient varie de pays. Et le plancher, c'est minimum ? Minimum, il n'y a pas de minimum ni maximum, ça dépend. À peu près, les dons varient autour d'1 million de dollars. D'accord. Il y a... Enfin, je sais si vous me posez une question. Oui, il y a un point sur lequel j'ai rebondi. Non, parce que je repensais à la question d'avant là, sur le fait d'aller, ce que tu disais sur l'overhead, comment est-ce qu'on investit aussi dans les projets et leurs infrastructures elles-mêmes. Pour moi, il y a un point qui est important là, qui est les deux modèles peuvent se valoir, mais en fait, ça dépend du point de vue financeur si on est dans une logique d'aller acheter de l'impact, auquel cas, en fait, on regarde par unité combien on fait, par exemple, si je dépense 1 million d'euros, combien de moustiquaires je peux aller acheter pour aller combattre la malaria en Afrique. Inversement, il y a aussi soit c'est une logique d'achat, ou on peut avoir une logique d'investissement, en disant comment est-ce que je vais l'investir pour créer de la valeur qui, plus tard, va avoir des retours sur investissement sociétaux croissants. Pardon, je parle un peu en jargon, mais en fait, on a un peu cette idée dans les startups qui est une courbe en J, c'est-à-dire que dans le numérique, parce que les coûts marginaux sont faibles, on a un gros coût au début pour investir, créer la technologie, et puis à partir du moment où en fait le truc on a réussi à faire sa startup, que la technologie est mature, qu'on commence à croître, là vu que les coûts de réplication du digital sont faibles, on commence à retour croissant, et donc le J, vous voyez, il remonte. Voilà, le J remonte, et ensuite c'est là qu'on a ces retours exponentiels, ces licornes, etc. Mais pour avoir cette exponentialité, il faut investir au début. Et moi, personnellement, une obsession que j'ai, c'est comment est-ce qu'on crée cette courbe en J dans le milieu de la tech for good, dans le milieu du social. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu, parce que pour créer ce qu'on a fait, pour créer Bob et le mettre là où c'est aujourd'hui, il a fallu investir pendant des années, il a fallu qu'on se plante, il a fallu qu'on fasse des produits qui ne marchaient pas, il a fallu qu'on investisse donc à perte pour aller faire marcher le truc. Par contre, à partir du moment où ça fonctionne, vu que la solution est digitale, pour nous, d'aller aider 100 personnes, 100 000 personnes ou 10 millions de personnes, en termes de coût marginal, ça ne nous coûte pas beaucoup plus. Donc, dès qu'on a réussi à passer ce point d'inflexion, là, on est parti pour aller pouvoir faire croître notre impact de façon exponentielle. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Et c'est justement là, à mon sens, qu'il y a un énorme gap, un énorme trou dans l'écosystème de croissance de la tech for good. J'essaie de le raccrocher au thème. Et pour boucler la boucle, à 1 minute 50 de la fin, c'est joliment fait.
Est-ce qu'il y a aussi parce qu'on parle de modèle donc, économique, on a parlé de modèle politique, de modèle partenarial avec le côté tripartite. Est-ce qu'il y a aussi un modèle juridique, c'est peut-être le côté un peu austère, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des statuts particuliers qui correspondent mieux, des statuts de création, d'association, de fondation, d'entreprise peut-être, avec les différents statuts d'entreprise qui existent? Est-ce que, pour s'en tenir à la France peut-être, Paul, est-ce qu'il y a un modèle juridique meilleur qu'un autre? Non. Non. Je Il y a dirais des non. modèles. Je dirais non aussi, puisque ça dépend des pays et des cultures. Ouais. Et c'est différent dans chaque pays, même dans chaque région. Donc répondre à cette question d'une façon universelle, ce serait très difficile. Et d'un point façon de vue spécifique. français? Non plus. Non plus. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de meilleur modèle que tous se valent. Mais en fait, il y a un meilleur modèle par rapport à ça, par rapport à son modèle d'impact. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de façons de faire de l'impact. Vous voyez, on parle de la loi Pacte, les entreprises à mission. C'est très bien aussi si les boîtes privées vont vers plus de tech for good. Donc, encore une fois, il n'y a pas de modèle universel pour tout le monde et que soit il y a les gentils, soit il y a les méchants. Par contre, en fonction de sa mission à soi, et je reviens dessus. Cette notion de tech for good, c'est quelle est la mission initiale. Là, il y a souvent un modèle qui fait plus sens vis-à-vis de sa mission. Nous, par exemple, notre mission, c'est de dire on veut créer une nouvelle génération de services publics open source et portés par des citoyens dans le monde. Donc, pour nous, ça impliquait que la propriété intellectuelle soit un bien commun, que soit open source, que soit détenue par une fondation et par une ONG. C'est pas lié au fait qu'on pense que pour faire du good, il faut être une non-profit, mais c'est le fait que nous, notre mission étant d'aller créer une génération de services publics, il faut que ce soit un bien public. Voilà. Et je pense que chacun peut faire ce raisonnement qui s'applique à son cas personnel. Le mot de la fin, Lisa. Le mot de la fin aussi, pour les philanthropies, en fait, il faut aussi investir, parce que surtout les philanthropies corporate comme Google, il faut qu'on investisse dans les projets qu'on comprend aussi, puisque nous, on est une organisation tech. Donc, ça fait du sens pour nous d'investir dans les startups et dans l'innovation sociale qui utilisent la technologie. Mais investir dans les domaines dans lesquels on n'a pas d'expertise, ça n'amène pas de résultats de longue durée. Et on voit souvent les organisations qui veulent faire du bien, mais ils essayent de faire dans les domaines qui ne sont pas propres à leur expertise. Donc c'est très important de relier la philanthropie à l'expertise même de l'association, d'organisation, de corporate. Eh ben, merci beaucoup Lisa, merci Paul. Merci Jean. Est-ce que vous restez un peu sur le Merci. festival? On pourra vous y croiser? Ouais, Bien jusqu'à sûr, vendredi. oui, jusqu'à vendredi aussi. Eh ben voilà, c'est formidable. Merci à vous donc d'avoir participé, d'avoir assisté à cette table ronde. Vous pouvez les applaudir.